des dernières décennies, notre système de santé a progressé en termes de sécurité et de qualité des soins grâce aux avancées technologiques et à la standardisation. Comme les industries de haute fiabilité, nous devons axer nos efforts sur la fiabilisation des organisations en nous appuyant sur le développement des compétences des acteurs de première ligne. Développer le travail en équipe, la culture de sécurité, l'engagement des acteurs de terrain dans leur structure permettra d'améliorer la qualité de vie au travail et son impact sur les problématiques de ressources humaines. La Safe Team Academy est une plateforme de simulation en santé qui utilise des situations de routine filmées. Ces situations permettent aux apprenants de se perfectionner et de s'interroger sur leurs pratiques. Notre organisme de formation certifié Calliope est spécialisé dans le développement professionnel continu. Nos modules sont à destination de l'ensemble des soignants et traitent de thématiques prioritaires pour la certification HAS, telles que la checklist chirurgicale, la réalisation de réunions de retour d'expérience, la sécurité médicamenteuse, le travail en équipe et bien d'autres. Très intéressant, pertinent, très dynamique. Très bonne journée. Très pédagogique et très utile. Et de prendre réellement le temps d'analyser un petit peu ce qui se passe. Plein de stratégies pédagogiques qui m'ont énormément plu. La Safe Team Academy vous accompagne dans cette mission en facilitant l'organisation et le suivi de ces formations e-learning adaptables au planning des apprenants. Ces cas cliniques sont issus d'histoires vraies déclarées sur la Patient Safety Database, notre plateforme de reporting anonyme reconnue internationalement. Nos films sont réalisés par des experts métiers en partenariat avec des établissements sanitaires et d'autres organisations de référence. Ces partenariats permettent également aux établissements de fédérer leurs équipes soignantes autour de projets innovants en pédagogie et sécurité des soins. Vous souhaitez rendre plus attractif votre établissement et engager vos équipes dans un changement de culture au bénéfice de vos patients? Contactez-nous dès maintenant. Ensemble, rendons le système de santé plus sûr. Bon, je vous propose, il est 13h05 bientôt, je vous propose qu'on se donne encore 1 ou 2 minutes et puis qu'on commence doucement. Et avant d'introduire nos deux formateurs, nos deux hôtes principaux, je vous ferai peut-être un rapide retour sur Safe Team Academy et pourquoi on a souhaité organiser ce webinaire avec Guillaume Tirciot et Eric Petiot. Donc, encore 1 minute. OK. Bon, je vous propose qu'on commence. Il est donc 13h05. Merci à tous pour votre présence. Et puis, pour ce webinaire qui s'intitule « Les FOH, qu'est-ce que c'est et pourquoi je suis concerné ?» Alors, FOH, vous aurez une explication qui va arriver dans 5 minutes. Mais vous allez voir que c'est un webinaire qui concerne tout le monde, aussi bien les soignants que les gens qui travaillent dans l'administration de l'hôpital et peut-être même les patients, puisque vous allez voir, je vais vous raconter une histoire qui est complètement indépendante de tout ça. Alors, avant de commencer, juste un rapide retour. Donc, ce webinaire, il est organisé par Indivox et Safe Team Academy. Safe Team Academy, c'est un organisme de formation qui est certifié Calliope et qui propose des formations par vidéo simulation. Alors concrètement, c'est quoi? C'est qu'on a une plateforme de vidéo simulation qui est accessible sur un site internet et qui permet à tous les soignants d'un hôpital de pouvoir se former en e-learning sur des formats courts. On essaie de faire ça sur des formats courts parce que on a malheureusement de moins en moins de temps aujourd'hui pour se former et partir une journée. Toutes nos formations, elles sont personnalisées et elles s'adressent à tous les acteurs du système de santé. Et certaines d'entre elles ont d'ailleurs été faites avec nos deux formateurs. Et je pense notamment à notre première formation sur la checklist, dont vous pouvez voir d'ailleurs derrière moi un petit poster, et Guillaume Tirciot qui va se présenter dans 3 minutes. Avant de faire un tour de table, je voulais peut-être ajouter une dernière info. Safe Team Academy recrute. Alors, on est à la recherche de profils divers et variés. Des soignants qui souhaiteraient un peu égayer leur quotidien et nous aider à accomplir notre mission,
ou des experts en pédagogie qui souhaiteraient nous aider aussi à créer de nouveaux modules, en sachant qu'aujourd'hui, on a plus d'une quarantaine de modules qui concernent à la fois le bloc opératoire, mais aussi des domaines du soin extra-opératoire, hein. On a des choses sur les transmissions, que ce soit en salle de réveil ou dans les étages. On a des choses sur les RMM, sur les débriefings. On a même des choses sur la bientraitance en EHPAD. Et demain, on aura a priori des choses sur tout ce qui se passe à l'hôpital. On n'en est pas loin. Et donc, pour ça, on a besoin d'aide. Et donc, on est à la recherche de profils à la fois de développement commercial et de développement pédagogique. Je vais laisser la parole à nos deux intervenants que je remercie à nouveau pour leur présence, leur expertise. Vous allez voir, ça va être top. Guillaume et Eric, je vous laisse vous présenter et puis après, je vous raconte mon histoire. Je vous raconte mon histoire. Bonjour à toutes et à tous. Je vais me présenter rapidement parce qu'on est très impatient d'entendre ton histoire, François. Donc, Guillaume Tirtuo, je suis pilote de ligne, formateur en CRM, Crew Resource Management, et en facteurs organisationnels et humains. Et en 2019, j'ai publié un livre dont le titre est « Mieux réussir ensemble ». Voilà, et donc Eric Petiot, pareil, je suis pilote de ligne, je suis aussi formateur CRM, spécialiste en facteurs humains. Je suis associé et consultant chez Atrisc en gestion de crise. Et je suis surtout membre de l'association Facteurs humains en santé. Je vous laisse avec le président de l'association. Merci. Donc, effectivement, les facteurs humains, on peut en parler, développer une expertise. On ne reste pas moins sujet au risque d'accident. Mais bon, le risque est probablement plus faible, on en parlera. Et donc, ce webinaire est aussi réalisé dans le cadre du partenariat avec le Facteur Humain en Santé, une association à laquelle je vous encourage de suivre et adhérer. Et pour info, on fait aussi également un colloque le 25 mars, donc la semaine prochaine, vendredi, à Toulouse, pour tous ceux qui sont dans le sud et qui souhaitent passer nous voir. Il reste encore quelques places, plus beaucoup, mais voilà. Alors, mon histoire, elle est simple. En fait, j'étais en consultation. C'était une journée assez chargée. J'avais beaucoup de travail. Presque 50 patients à voir dans la journée. Et en fait, le soir, enfin, c'était un jour particulier puisque c'était un anniversaire de mariage, enfin de Pax précisément, avec ma femme, ma Pax, ma compagne. Et j'avais prévu de l'emmener au restaurant. Et le problème, bon, elle avait prévu de passer l'après-midi chez une amie. Donc, elle m'a demandé de la retrouver chez cette amie afin que je l'emmène directement au restaurant ensuite pour fêter ça. Alors, le fait est que cette amie, je vais rarement chez elle et elle habite dans un quartier que je ne connais pas très bien, qui n'est pas très bien éclairé. Et comme ma consultation s'est terminée tard, j'étais en retard, donc j'ai roulé un peu. J'ai respecté les limitations de vitesse, mais c'est vrai que voilà, j'étais quand même assez pressé. Comme c'était un quartier que je ne connaissais pas, j'avais mis, avant de démarrer mon moteur, mon GPS en marche. Donc, j'avais à la fois Waze et Google Maps parce que j'aime bien voir les deux. Des fois, ils proposent des choses différentes. Donc, mais donc, du coup, j'avais cet écran en plus qu'il fallait que je suive. Et Waze, le problème, c'est que ce n'est pas toujours très clair. Je mets Waze en premier parce qu'il y a les radars, même si je respecte les limitations au cas où. Et voilà, malheureusement, c'était pas évident. Et en plus, il s'est mis à pleuvoir de manière torrentielle. Donc, j'étais au max sur mon rétroviseur. Et à un moment donné, il fallait tourner à droite. Je ne savais plus s'il fallait tourner à droite. Je ne voyais plus rien. Et donc là, j'ai tourné. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai cogné, j'ai percuté, j'ai entendu un bruit. Et en fait, j'ai percuté quelqu'un. Donc là, je vous parle depuis la prison de la Santé. Puisque la suite de l'histoire, malheureusement, je vais laisser Eric et Guillaume la raconter. C'est eux qui se sont occupés de moi ensuite. Le temps de connexion de François quotidien étant limité, je
je vais prendre la suite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Forcément, la police est arrivée. Et quelle est la question que la police a posée? Quel était ce qui intéressait les policiers? C'était qu'est-ce qui s'était passé et surtout qui était responsable, qui était coupable, qui avait commis une faute et qui avait résulté en cette personne qui s'était fait emboutir et qui avait été blessée par cet accident. Alors, si on va voir le code de la route, on peut voir qu'il y a un article qui mentionne clairement que tout conducteur doit rester maître de sa vitesse, particulièrement lorsqu'il y a des endroits où il y a des croisements de piétons, dépassements de piétons. Et donc, force est de constater que si on regarde la loi, le code de la route, on va dire le docteur Jolin est en faute parce qu'il aurait dû pouvoir s'arrêter pour n'importe quel obstacle, particulièrement pour un piéton, et donc on va le punir en fonction de la faute qu'il a commise. Maintenant, la question qu'on va se poser ici, c'est par rapport à cette analyse judiciaire de la situation, est-ce que cette situation est aussi simple? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions qu'il est intéressant de se poser? Je vais passer la parole à Eric pour ça. Alors, la distinction entre l'erreur et la faute, elle nous intéresse sur plusieurs niveaux. C'est-à-dire quand on va regarder de façon plus large ce qui est arrivé à François, on va d'abord s'intéresser effectivement à l'individu. L'individu, est-ce qu'il était limité? Est-ce qu'il était gêné par un certain nombre de choses? Là, il nous a dit qu'il n'était pas familier de l'environnement. Et la vraie question qu'on va se poser entre l'erreur et la faute, c'est de se dire, est-ce que si on avait mis un autre docteur que François dans cette voiture, dans les mêmes conditions, est-ce que finalement le risque d'accident n'était pas le même? Et quelque part, voilà, on a cité tous les mots qui nous intéressent aujourd'hui. On va parler de risque, d'erreur et de faute. Au-delà de l'individu, il y a la situation dans laquelle se trouvait François, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles il était. C'était la nuit, la chaussée était mouillée. On a un passage piéton qui a priori n'est pas éclairé, on reviendra là-dessus. Si je vais encore plus large, encore plus loin, on peut s'intéresser à tous les collectifs qui sont en charge de cet endroit finalement. Et c'est-à-dire qu'on peut, après enquête, s'apercevoir qu'un voisin avait déjà signalé le défaut d'éclairage, parce qu'en fait c'est le 3e accident au même endroit en un mois. Donc, a priori, les gens connaissent, les policiers étaient venus quelques jours plus tôt pour finalement la même intervention. Autre chose, par exemple, un ouvrier municipal était passé pour remplacer la lampe défectueuse, mais il n'avait pas la pro ce jour-là. Dernière chose, dernière couche qui nous intéresse quand on parle des facteurs humains et des facteurs organisationnels, eh bien c'est l'organisation, c'est le management. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a des décisions qui ont été prises au niveau de la commune, des décisions qui ont été prises au niveau du commissariat, des décisions qui ont été prises au niveau du quartier. Et donc en fait, ces quatre réflexions, ces 4 perspectives successives, c'est ce qui va nous permettre de regarder différemment les événements. Quand on parle de sécurité, on n'est pas là pour juste être sympa avec François, même si on aimerait bien lui apporter quelque chose dans sa petite 9 mètres carrés là. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, est-ce que collectivement, on est capable de réfléchir à ces événements, non pas dans le sens où qui est-ce que l'on va sanctionner, mais comment faire pour que ça ne se reproduise pas. Et finalement, la meilleure personne pour nous apprendre ce qui s'est passé, eh bien, c'est dans un premier temps l'individu qui va nous dire exactement ce qui s'est passé. D'une manière historique, en termes d'évolution, la sécurité, elle s'est construite avec 3 grands piliers en fait. C'est-à-dire qu'on a d'abord commencé. Alors, juste avant de parler des piliers, je vais peut-être parler des comportements. Si tu peux me mettre le slide juste suivant. Nos 4 facteurs là, ils vont influencer votre comportement. Notre comportement à tous, quelles que soient les règles que l'on cherche à appliquer, ou quel que soit notre degré d'improvisation sur la situation. Et on va avoir un impact sur 3 grands niveaux, on y reviendra tout à l'heure dans la conclusion. On va avoir un impact bien sûr sur la sécurité, évidemment sur la performance et sur la qualité, et on va avoir un impact aussi sur le bien-être des personnes.
Donc, c'est tous ces aspects-là qu'il est intéressant de prendre en compte quand on s'intéresse aux facteurs humains et organisationnels. FOH, FHO, ça dépend des différentes écoles, mais globalement, on parle de facteurs humains et organisationnels. Juste un petit retour historique, donc très vite, pour dire que historiquement, on a d'abord amélioré la sécurité, que ce soit la sécurité des soins, la sécurité des vols dans l'aviation, la sécurité nucléaire dans le nucléaire, etc., initialement par la technique. Mais l'amélioration technique, à un moment donné, a eu ses limitations elle-même. Et donc, le deuxième pilier de la sécurité aujourd'hui et de l'efficacité, on l'appelle système de management de la sécurité dans l'aviation, mais voilà, système de management intégré. L'idée, c'est est-ce qu'on est capable de rendre, on va dire, fiable un système en appliquant un certain nombre de règles. Et le troisième pilier, parce qu'encore une fois, on a atteint des limites avec le système de gestion de la sécurité, c'est de pouvoir intégrer à tous les niveaux les facteurs humains et organisationnels. Je reviendrai sur l'aspect culture de sécurité plus tard, parce qu'on verra que c'est un principe important. La vraie question maintenant, c'est ces facteurs humains et organisationnels, comment est-ce que concrètement on peut les appliquer? Et donc, du coup, je repasse la parole à Guillaume. Alors, il se fait que dans l'aéronautique, il y a eu un changement de paradigme important qui a eu lieu ici tout récemment, sur base d'un constat qui a été fait, c'est qu'il y a toute une série d'accidents qui ont eu lieu ces dernières années dans notre environnement de travail qui ont concerné des situations pour lesquelles les pilotes n'avaient pas été formés parce que c'était des situations qui étaient inédites. Jusque-là, la plupart de la formation continue, évaluation continue des pilotes était essentiellement basée sur les retours d'expérience d'accidents précédents. On disait, voilà, la probabilité que ce genre d'accident survienne, elle est d'autant, donc on va tous les 3 ans, tous les 6 ans, former les pilotes à ces procédures-là spécifiquement au simulateur de vol. Et puis ces derniers accidents-là, dont vous pouvez en voir certains à l'écran, eh bien, ils ont montré que, en fait, de plus en plus, on est confronté à des situations auxquelles on n'a pas été entraîné. Et donc, il y a eu ce changement de paradigme qui s'appelle l'evidence-based training, qui a commencé à poindre le bout de son nez il y a environ 10 ans, mais qui a été réellement implémenté dans le courant de l'année passée. L'idée, c'est vraiment de développer les compétences chez les opérateurs de manière à pouvoir gérer des situations qui sont inédites, imprévues, pour lesquelles on n'a pas été spécifiquement formé. Et donc, il y a une série de compétences non techniques et une série de compétences techniques auxquelles on est formé avec cet objectif-là. L'idée, c'est que lorsqu'on a réalisé ce travail pour Air France, avec Eric et avec d'autres collaborateurs, eh bien, on s'est rendu compte qu'un des outils qu'on a développé dans le cadre de l'evidence-based training, qui s'appelle les marqueurs comportementaux, on peut appeler ça des observables comportementaux, peuvent en fait être extrapolés à n'importe quel collectif, n'importe quelle organisation qui veut améliorer son niveau de performance. Donc ici, vous voyez les 5 guélurons qui ont participé au développement de ce travail. Et il se fait que, partant du constat que tu peux revenir juste une en arrière, François, merci. Partant du constat que le travail qu'on avait effectué pour l'aéronautique et spécifiquement pour les pilotes pouvait être extrapolé à n'importe quel collectif, n'importe quelle organisation, mais il se fait que ce travail a été légèrement modifié pour correspondre aussi à tout notre personnel navigant commercial au sein de la compagnie. Et puis, on a décidé de l'édulcorer de toute notion aéronautique pour le proposer à n'importe qui voudrait améliorer des comportements efficaces de manière à améliorer performance, efficacité et bien-être. Et donc, ce guide, il est téléchargeable à l'adresse que vous voyez gratuitement. L'idée, c'est quoi? C'est que pour chacune des compétences, et ici l'exemple qui est montré, c'est la compétence leadership et travail en équipe, vous avez la liste des marqueurs comportementaux, des comportements efficaces. Ils sont classifiés de manière à pouvoir les utiliser de manière plus efficace. Et bien sûr, les listes ne sont pas exhaustives, elles peuvent être modifiées en fonction de la réalité de chacun. On s'est rendu compte, en allant observer différents collectifs dans différents environnements, que le fait d'observer ces comportements était généralement le gage d'une performance efficace. Dans la deuxième partie du guide, vous pouvez trouver aussi des questions qui vous permettent de soit vous auto-débriefer par rapport à une performance que vous avez eue, François va vous les montrer maintenant,
soit d'utiliser ces questions dans le cadre d'un débriefing en équipe par rapport à éventuellement une situation que vous voudriez améliorer pour une fois suivante. Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte de fonctionner différemment la prochaine fois? Alors, notre idée, notre conviction, Eric l'a déjà dit tout à l'heure, mais notre idée, c'est vraiment que les marqueurs, les comportements observables efficaces, on les a qualifiés d'efficaces, si on parvient à les appliquer à la fois au niveau des individus, mais aussi au niveau des collectifs et de l'organisation et du management, eh bien, on aura une entreprise, une organisation qui, dans son ensemble, va voir sa performance, son efficience, sa sécurité et son bien-être, le bien-être des opérateurs, s'améliorer. Alors, pour vous donner une petite illustration de cela, je vous propose d'aller visiter une fonderie en Picardie. C'est la fonderie Favi, qui a été dirigée pendant un peu plus de 20 ans par Jean-François Zobrist. Alors en 1983, quand Zobrist arrive à la tête de Favi, c'est 80 salariés, les résultats ne sont pas terribles. Et en 2009, donc 26 ans plus tard, quand il quitte la compagnie, l'entreprise, elle occupe 650 personnes, elle est réputée à travers le monde pour la qualité de ses produits et elle produit un cash flow supérieur à 20% chaque année. Alors la question, c'est comment Zobrist a réussi à transformer cette entreprise. D'abord, il est parti de deux convictions. La première, c'était que l'homme est bon. Donc les opérateurs, les travailleurs font généralement ce qu'ils font avec des intentions positives. Et puis la deuxième, c'est qu'il faut aimer son client. C'était vraiment les deux valeurs, les deux convictions sur lesquelles Zobrist s'est appuyé pour développer la manière dont il a réformé Favi, sachant que Zobrist ne connaissait pas les FOH, les facteurs organisationnels et humains. Il n'y avait pas encore eu réellement de théorisation scientifique, parce qu'aujourd'hui c'est une réelle science à l'époque, mais par contre il s'était d'une part inspiré de certaines lectures qu'il avait, et d'autre part, c'est un homme qui a pas mal de bon sens. Si vous avez 1h30 à investir un jour, je vous conseille une conférence de Zobrist sur YouTube, vous pouvez en trouver pas mal. Donc, François, on peut continuer. Voilà. Donc là, je vous propose de voir, dans le cadre de certaines pratiques que Zobrist a mis en place chez Favi, si on s'intéresse à un facteur, à un comportement efficace spécifique, à savoir en leadership et travail en équipe, responsabilise et valorise les autres membres de l'équipe, on peut s'intéresser à différentes anecdotes qui viennent de l'histoire de Favi, et notamment, on va reprendre les 4 composantes qu'Eric vous a présentées tout à l'heure. On va commencer par l'individu. Au niveau de l'individu, avant Zobrist, un ouvrier qui avait besoin de changer ses gants à l'atelier, eh bien, il devait remplir une note de commande, la donner à un magasinier, il fallait que le magasinier soit disponible, il fallait que le magasinier aille chercher les gants, etc. Donc ça prenait 10 à 15 minutes, tout ça pour éviter les abus de la part de certaines personnes qui auraient peut-être eu tendance à emporter des gants chez eux. Et puis Zobrist, quand il a vu ça, il s'est dit, mais 10-15 minutes fois le nombre de personnes, fois le nombre d'ouvriers, fois le nombre de fois où ils doivent le remplacer, ça fait un certain temps de non-production. Et donc, il a proposé des gants en libre service avec finalement peu de gaspillage, peu de personnes qui avaient l'air de se servir quand ce n'était pas nécessaire. Et c'était, par contre, un gage de confiance envers tous ses collègues. Au niveau de la situation de travail, quand il est arrivé à son poste, Zobrist a proposé un budget mensuel à tous les ouvriers. Si mon souvenir est bon, c'était de l'ordre de 500 € pour aménager leur poste de travail. Donc l'idée, c'était que chaque ouvrier savait ce qui était confortable et pas confortable en termes d'ergonomie à son poste de travail. C'était l'expert de son environnement, de sa situation. Et donc, il leur a proposé un budget pour améliorer leur poste de travail. Et au bout de quelques mois, ce budget n'a plus été utilisé parce que l'efficience de chacun des ouvriers avait été significativement améliorée par l'amélioration de l'ergonomie. Au niveau du collectif, Zobrist a organisé ses ouvriers en équipes. Et chacune des équipes était sous le leadership d'un ouvrier, avec un leadership tournant tous les 6 mois. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ces équipes étaient en charge de bout en bout de la réalisation d'un contrat, c'est-à-dire que le cahier des charges avec le client, la livraison des produits finis, mais aussi la réalisation d'un débriefing après avoir livré les produits, était réalisé systématiquement par les ouvriers entre eux. Donc, de nouveau, c'était une manière de responsabiliser, valoriser les membres de l'équipe. Et puis, en matière de management, un jour, Zobrist, qui passait beaucoup de temps sur le terrain,
s'était rendu compte qu'un ouvrier, tous les jours, vers 14h57, fermait toutes les fenêtres de l'atelier, même quand il faisait particulièrement chaud, pour les rouvrir quelques minutes plus tard. Donc, il est allé le trouver en lui demandant ce qu'il faisait. Et l'ouvrier lui expliquait que la prime de chaleur était fonction de la température mesurée à 15 heures dans l'atelier et que donc, il s'était mis d'accord avec ses collègues pour que chaque jour, un ouvrier ferme toutes les fenêtres juste avant la mesure et les réouvre juste après. Et donc, devant ce que Zobrist aurait qualifié de profondément débile, parce qu'il n'avait pas sa langue dans sa poche, eh bien, il a proposé le calcul d'une prime de chaleur moyenne aux ouvriers et l'a intégré au salaire. Donc, on voit qu'au travers des 4 composants des FOH, il y a toute une série de comportements et de décisions qui ont été prises au sein de cette organisation et qui ont grandement favorisé son efficacité, sa performance et son succès. Alors, je vais repasser la parole à Eric maintenant. La question maintenant, c'est par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui au FOH, que ce soit dans l'aérien ou dans d'autres entreprises, quels sont des outils qui sont vraiment indispensables dans la démarche, dans la philosophie? Alors, il y a 2 aspects, merci Guillaume, il y a 2 aspects qui vont intéresser François pour pouvoir sortir de sa cellule. C'est, je pense, à la fois des outils et à la fois des principes. Le premier principe, c'est que pendant de nombreuses années, même si on a centré les choses sur l'erreur, on ne rendait pas visible ce que faisaient les gens pour, on va dire, mettre des marges et gérer les risques. Si on regarde la définition de la sécurité dans un dictionnaire, on s'aperçoit que c'est l'absence de danger. Or, l'absence de danger, c'est difficile à montrer. Donc, le premier changement qu'on a fait, ça a été de dire, oui, on va se centrer sur l'erreur, mais on va essayer de voir et de montrer aux gens ce qu'ils font de bien une fois qu'il y a eu une erreur, comment est-ce qu'ils prennent des marges, comment est-ce qu'ils en discutent en équipe. Ou avec voilà, leur supérieur hiérarchique. Donc, la première démarche est là, c'est-à-dire les marqueurs comportementaux dont parlait Guillaume tout à l'heure, ce sont initialement des marqueurs qui permettent de montrer la performance positive. C'est le premier truc important. La deuxième chose importante, c'est de comprendre finalement que François est le mieux placé pour nous expliquer ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là et toutes les choses qui ont été difficiles à faire. Donc, il faut absolument le protéger afin de pouvoir récupérer son information. Et on va tomber à ce moment-là sur finalement tout ce qui va permettre de récupérer de l'information et la culture juste qui a été inventée d'une certaine façon dans la médecine aux États-Unis, mais qui permet de se dire à quel moment est-ce qu'il est intéressant de récupérer de l'information, mais sans complaisance. C'est-à-dire, si on s'apercevait que quelqu'un avait pris la voiture, par exemple, en étant alcoolisé, il y aurait évidemment une sanction. Mais à partir du moment où chacun vient chaque jour en se disant « je vais essayer de faire de mon mieux » et personne ne vient dans un bloc ou dans un avion avec l'idée de « je vais, on va dire, faire une erreur aujourd'hui et je vais avoir des conséquences désagréables », on part sur l'idée qu'on veut d'abord récupérer de l'information. Si je remets tout ça sur le graphique suivant, et bien en fait, on s'aperçoit qu'entre chaque niveau, individu, situation de travail, collectif de travail et organisation et management, ce qui va être intéressant, c'est est-ce qu'on est capable de faire du retour d'expérience sur l'activité. Et donc ceci avec chaque niveau, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les acteurs ont compris que on n'allait pas centrer les choses uniquement sur l'individu et donc mettre le blâme sur l'individu. A priori, c'est probablement le premier réflexe qu'on peut avoir, mais néanmoins, la réalité, c'est qu'il faut faire l'inverse. Il faut protéger l'individu pour avoir du signal. Et on va faire la même chose vis-à-vis de l'organisation, c'est-à-dire qu'on ne va pas se dire l'organisation est entièrement responsable des défaillances. On va se dire l'organisation a essayé de faire de son mieux et néanmoins, on va être capable de dire ce qui pourrait être amélioré. Donc, voilà un tout petit peu l'ensemble du panel. Quelques mots avec lesquels j'aimerais que vous puissiez repartir également. Cette idée de se centrer sur le positif,
On le disait tout à l'heure, hein, les facteurs humains organisationnels, aujourd'hui, c'est une approche scientifique des limites et des capacités des êtres humains sur une situation de travail. Et dans cette approche scientifique, il y a eu dans un premier temps l'approche des incidents critiques, c'est-à-dire on se basait sur ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi ça n'avait pas fonctionné. Et on s'aperçoit que plus on avance en sécurité, moins on a d'accidents, bien évidemment, et plus il va falloir s'intéresser à d'autres choses. Donc, soit en amont, s'intéresser aux petites erreurs qui, à un moment donné, vont faire que les gens ont moins de ressources pour gérer une situation complexe. Ça, c'est la première approche qu'on a eue. Et la deuxième approche qu'on a aujourd'hui, c'est s'intéresser au positif. Et là, je reviens sur le guide que l'on a fait avec Guillaume et nos collègues facteurs humains. On s'intéresse à la performance positive et aux compétences positives. Juste un petit exemple qui illustre le schéma qu'on a là, c'est que dans la compétence leadership et travail en équipage, il y a un marqueur qui s'appelle reconnaître ses erreurs et prendre ses responsabilités. Donc, le meilleur conseil que j'aurais à donner là maintenant à François, c'est de reconnaître ses erreurs et de prendre tes responsabilités. Pour conclure, quand même, avant de te redonner vraiment la parole, on est convaincu que le fait d'utiliser le positif à tous les niveaux, donc l'individu, la situation de travail, le collectif et l'organisation, en utilisant par exemple nos marqueurs, mais qui ne sont pas exhaustifs, vous allez avoir un gain bien évidemment en performance et en qualité. L'objectif de base, c'est un gain en sécurité, il faut être clair. Sécurité du patient, sécurité des soins, sécurité des vols. Néanmoins, on a un gain en efficience. Je vous rappelle, l'efficience, c'est un mix entre qualité et efficacité avec une utilisation des ressources adaptées, on va dire, pour faire simple. Mais ça veut dire qu'au-delà de la sécurité, quand quelqu'un prend une bonne décision en sécurité, eh bien, il se trouve qu'il va avoir les mêmes compétences pour prendre une bonne décision en termes de qualité et de performance. Dernière chose, on est convaincu que quand on vient tous les jours pour faire avancer un système en s'intéressant au positif d'abord et en équipe, eh bien, on a des équipes qui, sur le long terme, auront une bien meilleure qualité de vie au travail et donc on parle également de bien-être. Et c'est bien dans cet ordre-là, c'est bien d'abord la sécurité, ensuite la qualité ou la performance et ensuite le bien-être et pas dans l'ordre inverse. C'est pour ça que j'insiste, on est sur une démarche scientifique, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur de l'empirique, on est sur quelque chose. Juste pour donner un exemple, on s'intéresse pas mal en ce moment aux aspects neurocognitifs. Une grosse partie de nos formations aujourd'hui sont sur le fonctionnement du cerveau, par exemple, et les conséquences de la performance et la conséquence du stress sur la performance. Mais on a bien une approche scientifique de la chose et pas une approche qui serait différente. Voilà. Bon, ben, qu'est-ce que tu en retiens, François, du coup, de tout ça ? Merci à vous pour cette présentation. J'en retiens que si c'était à refaire, je diminuerais la taille de la consulte sur une soirée où il y a un événement. Je ferai un briefing avant de partir pour informer ma compagne que je suis en retard, ce qui du coup m'éviterait d'être précipité. Je pense que sur la situation de travail, sur l'individu, donc voilà, sur la situation de travail, il faudrait que je réfléchisse, mais probablement que là, j'ai fait remonter à Waze qu'il y avait des travaux sur la zone et donc ils m'ont fait un retour, ils ont intégré cette option maintenant. Au niveau des collectifs de travail, j'ai mentionné ma compagne et puis son ami qui effectivement va déménager dans un quartier mieux éclairé. Et puis, non, honnêtement, c'était très intéressant. Et puis, ça montre, je trouve que votre exemple montre très bien. Alors, évidemment, j'ai renversé personne, je ne conduis pas, j'habite à Paris. Mais je trouve que ça montre très clairement avec la sécurité routière des analogies évidentes, quel que soit son domaine d'activité. Et en l'occurrence, pour les gens qui nous écoutent, c'est surtout le domaine de la santé, dans lequel on a évidemment des règles, dans lequel on peut percuter des gens et dans lequel on a aussi une problématique d'efficience et de performance à assurer, puisqu'on doit soigner les gens. Et on doit les soigner avant que ce soit trop tard. Donc, et puis, on doit bien le faire. Donc, évidemment, toutes ces problématiques-là. Je pense que ce serait intéressant aussi d'échanger avec ceux qui sont présents.
Peut-être une question pour commencer. Est-ce que ça concerne uniquement les soignants? Est-ce qu'on peut peut-être enfoncer le clou et aussi préciser comment, on a parlé de Favi avec Jean-François Zobrist, mais est-ce que sur des hôpitaux, on peut éventuellement aussi impliquer le directeur de l'hôpital, le DRH, le responsable qualité sur ces thématiques-là? Alors, pour te répondre, François, encore un peu d'histoire. On a commencé par faire du cockpit resource management, c'est-à-dire qu'on s'intéressait juste aux pilotes. Et on avait une approche très aéromédecine des pilotes, c'est-à-dire que les premières informations qu'on leur donnait, c'était n'oubliez pas de mettre votre masque à oxygène à 35 000 pieds parce que vous avez 3 secondes de conscience utile. Et en fait, on s'est aperçu, et Guillaume l'a rappelé, en passant à l'evidence-based training, on s'est aperçu que les compétences aujourd'hui d'un pilote, sur 9 compétences qu'on va aller évaluer, 5 sont non techniques. Donc, quand on a fait ce constat de 5 compétences non techniques, on a rapidement eu la conviction que cette façon de travailler fonctionnait aussi bien pour l'ensemble de l'équipage. Donc, maintenant, on ne fait plus de cockpit resource management, mais on fait de crew resource management. Et on s'est aperçu aussi que tout ça pouvait être déployé. Donc, ça a été déployé à la maintenance, ça a été déployé au niveau des dispatchers, ça a été déployé au niveau du contrôle aérien. Donc, quand je fais l'analogie avec la santé, et là, pour le coup, ce sont nos discussions que l'on a dans l'association Facteurs Humains en Santé, on s'aperçoit que cela concerne tout le monde. À chaque fois que j'ai été observé, on va dire, dans un bloc, une équipe médicale travailler, il est évident que les compétences non techniques, donc on va avoir la conscience de la situation, on va avoir la communication à 3 étapes, elle est fondamentale, la communication sécurisée, la décision, ce genre de choses, fonctionne à la fois pour les opérationnels, et on a aussi beaucoup de discussions avec les cadres de santé. Et évidemment, la prise de décision, le leadership, le travail en équipe, ce sont des compétences fondamentales pour aussi les cadres de santé. Le vrai apport, c'est que jusqu'à présent, la plupart du temps, quand on devient cadre de santé ou quand on devient chirurgien, combien d'heures de cours est-ce qu'on a eu sur la prise de décision en équipe? Je crois que la réponse, elle est proche de 0. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, tout à fait. Je voulais aussi, dans les autres questions que j'ai eues, comment on peut favoriser le passage de se focaliser à ce qui ne marche pas, à l'erreur, à se focaliser sur ce qui marche, sanctuariser ce qui fonctionne et se concentrer sur ce qui marche bien? Alors là, on rentre dans la notion de culture, c'est-à-dire que c'est évident quand on évolue depuis des années dans un environnement dans lequel il est question de punir ceux qui ont commis une erreur et ceux qui sont responsables éventuellement de la perte d'un patient, de la perte d'un montant d'argent, etc. dans une entreprise, c'est difficile de se mettre à réfléchir différemment. Donc on est vraiment sur un changement de paradigme. On est en fait dans une situation qui est extrêmement difficile pour l'être humain, c'est-à-dire qu'il faut désapprendre des habitudes bien ancrées pour essayer de mettre en place autre chose. Donc le cerveau le permet, la neuroplasticité le permet, mais on a des câblages neuronaux tellement bien établis depuis des années dans le registre on va punir ceux qui ont commis des erreurs que ça va être compliqué. Maintenant, l'idée de la manière dont les comportements efficaces ont été écrits de manière positive, c'est que on peut les utiliser en utilisant la technique des petits pas et en se posant la question. Donc, on va commencer par faire un état des lieux, si on veut évoluer. C'est-à-dire, aujourd'hui, comment est-ce qu'on fonctionne dans telle compétence par rapport à tel marqueur? On peut un peu en regarder plusieurs et se dire, mais effectivement, par rapport à différentes situations auxquelles on a fait face récemment, ce serait pas mal qu'on s'améliore sur tel marqueur. Donc, on va se focaliser sur un marqueur, on se met d'accord en équipe. Okay, c'est notre piste d'amélioration pour les semaines à venir. Et peut-être qu'on ne va pas tous avoir les mêmes stratégies pour y parvenir. Donc, on va tous essayer des choses. C'est un peu comme un enfant qui apprend. Il essaye des trucs et puis ça marche, il reproduit. Ça ne marche pas, il ne va pas reproduire. On se revoit ensuite et puis on débriefe ensemble. Tiens, voilà, moi j'ai testé ça, ça a plutôt bien marché. Ah ben, moi j'ai testé ça, je ne vous le conseille pas parce que ça n'a pas bien marché. Et puis ensemble, on peut déterminer quelles sont les stratégies qu'on va essayer de garder au sein de l'équipe pour améliorer ce fonctionnement-là. Une fois qu'on s'est approprié un fonctionnement satisfaisant relatif à un comportement efficace, eh bien, on peut passer au suivant. Quelle est la chose suivante qu'on peut améliorer? Ça, c'est un moyen extrêmement
efficace pour le cerveau humain de faire autrement en s'appuyant sur du positif, tout en désapprenant la manière dont on faisait avant. Alors c'est valable pour tout le monde. Ça va être valable pour quelqu'un qui est relativement neuf dans la fonction. À la limite, ce sera même plus facile pour lui, parce que si on lui inculque tout de suite les comportements, vous imaginez si la liste des comportements efficaces, de nouveau, on ne prétend pas qu'elle soit exhaustive et que ce soit la vérité absolue, mais imaginez si on apprenait ça aux enfants dès les primaires, et si on leur demandait systématiquement de travailler là-dessus et de débriefer sur leur fonctionnement, une fois qu'ils arriveraient dans le milieu professionnel, ils seraient extrêmement efficaces, extrêmement performants là-dessus. Par contre, je le répète, quelqu'un qui a eu l'habitude de fonctionner de certaines manières depuis longtemps, il aura d'une part une réticence parce qu'il va devoir investir une certaine énergie pour changer, et puis après, ça va lui demander du temps, de l'énergie, de la volonté, de la discipline. Donc, c'est pas toujours facile. Est-ce que je peux rajouter quelque chose, François? Moi, je suis convaincu. Je pense que à titre personnel, moi, j'ai été passionné par l'erreur au tout début, puisque ça ouvre la voie sur tout ce qui est réflexion, biais cognitif, prise de décision erronée, les risques d'une mauvaise décision, etc. Mais en fait, rapidement, on s'aperçoit que c'est difficile d'aller beaucoup plus loin. Donc là, moi, ce guide des comportements efficaces, je le trouve super. Je trouve que vous avez fait un travail qui est vraiment remarquable et qu'on utilise d'ailleurs dont on s'inspire pour nos formations Safety Academy dans les films qu'on utilise. On met en place des scénarios dans lesquels justement, on se base entre guillemets sur vos marqueurs pour promouvoir justement des comportements qu'on estime favorables pour la qualité des soins. Juste une chose que j'aurais aimé rajouter, François, c'est de point de vue extrêmement pragmatique. Moi, j'ai 10 000 heures de vol, pour faire simple. Et si je suis honnête, quand je suis dans un équipage, eh bien, il y a plus d'heures de vol que j'en aurai jamais dans toute ma carrière. Donc, ça veut dire que si j'attends de faire toute ma carrière pour avoir expérimenté toutes les erreurs qui sont possibles, en fait, je n'y arriverai pas. Et donc, je prends tous les risques d'avoir, on va dire, quelque chose qui va m'arriver, en termes de risque. Aujourd'hui, on a à peu près un accident grave pour presque 10 millions d'enjeux dans l'aviation et dans le nucléaire, dans ce genre de choses. Donc, il est extrêmement important de faire du retour d'expérience, ne serait-ce que pour apprendre de choses que je ne pourrai jamais apprendre le temps de toute ma carrière. Donc, il n'y a que le collectif qui va me permettre d'apprendre de cette façon les choses, en plus du positif et du négatif. Alors, je suis totalement convaincu. Si tu veux, l'histoire a débuté pour moi avec la rencontre de Frédéric Martin qui avait créé la plateforme de reporting qui s'appelle aujourd'hui Patient Safety Database. Donc, le retour d'expérience, pour moi, c'est fondamental. Et j'estime, entre guillemets, avoir évité un certain nombre d'accidents grâce à ces retours d'expérience et sur des choses qu'on m'avait, entre guillemets, jamais apprises. Et des choses simples, hein, comme purger une tubulure à la fin d'un bloc opératoire. Pour éviter effectivement d'injecter des médicaments que tu injectes au bloc opératoire lorsque le patient n'y est plus, comme des curares par exemple. Donc ça, c'est des choses qui clairement ne nous ont pas été enseignées dans les livres et que j'ai pu lire dans des retours d'expérience et qui ont causé des accidents, qui ont été partagés avec des propositions d'amélioration et en l'occurrence purger sa ligne de perfusion avant de quitter le bloc opératoire, c'est une proposition qui avait été faite par une des personnes qui avait fait le reporting. Donc, évidemment, et je suis d'autant plus, je pense, un exemple positif de la force du retour d'expérience, c'est qu'on a finalement, en étant jeune, profité d'une expérience des plus anciens. Puisque moi, je n'ai pas de nombreuses heures de vol au compteur, mais j'ai l'impression d'avoir volé déjà avec plein de gens qui m'ont raconté plein d'histoires. Voilà. Donc, je suis complètement d'accord. Alors, je vois qu'il y a une dernière question. Je te propose d'y répondre. Donc, la question, c'est comment diminuer l'effet du rapport hiérarchique et du travail en silo dans la santé. Donc, c'est évidemment une question d'organisation et d'équipe, puisque la problématique hiérarchique, je pense, c'est surtout une question au niveau de l'équipe. Le travail en silo, plutôt une question d'organisation. Eric et Guillaume, je vous laisse si vous voulez y répondre. Il y a une partie de la réponse qui est dans les marqueurs. C'est-à-dire que quand on s'aperçoit que la compétence leadership consiste à s'occuper de la relation, de la tâche
et à s'occuper de soi. Et donc ça, c'est scientifiquement prouvé. Avec les marqueurs, on peut, sur une simulation, proposer aux gens de leur faire un retour positif de ce qu'ils ont bien fait et de ce qu'ils pourraient améliorer. Ça commence comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, alors bon, voilà, vous le savez ou vous le savez pas, mais dans l'aviation, tous les 6 mois, on remet notre permis de conduire sur la table et on va au simulateur. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de professions qui, dans les 3 ans, se renouvellent régulièrement. Mais en fait, ça commence comme ça. Ça commence par accepter ses erreurs, à pouvoir en parler, prendre ses responsabilités. Et tout ça, ce sont à chaque fois des marqueurs. Tu veux ajouter quelque chose, Guillaume? Oui, en complément, l'idée, c'est que il est évident que si on se contente de travailler sur ces thématiques-là uniquement avec les personnes qui sont, on va dire, hiérarchiquement inférieures, certes, on va leur donner des clés pour gérer certaines situations, mais ce n'est pas ça qui va nous permettre d'atteindre l'objectif qu'on veut se fixer, c'est-à-dire sortir des silos et améliorer globalement le fonctionnement de la hiérarchie, toujours avec l'objectif primordial qui est la sécurité, la performance, donc à savoir la sécurité du patient dans les soins. Donc, il est nécessaire, il est même indispensable que les personnes qui sont cadres, qui sont les chefs, soient également formés à toutes ces notions et participent de manière proactive et même soit les moteurs quelque part, c'est encore plus efficace, du changement qui est souhaité au sein des organisations. Donc, ça nécessite au préalable, évidemment, une certaine forme de conviction auprès de ces personnes-là, de manière à ce que tout ça puisse se mettre en œuvre. François, il y a ton avocat qui t'appelle. Non, c'est pour dire que je suis libéré. En fait, tout ça, c'était une histoire qui ne m'est pas arrivée. C'était le rêve. C'était un cauchemar, mais vous avez transformé ce cauchemar en un rêve. Je peux juste ajouter un dernier point sur ce qui vient d'être dit concernant la question. Mais c'est qu'une vision personnelle du soin et probablement que ce n'est aussi qu'un rêve. Mais j'ai quand même la sensation qu'on va évoluer vers une médecine dans laquelle, sur le terrain de l'opération, nous aurons des supports transversaux. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de m'intéresser à l'hygiène. En tant que médecin, l'hygiène n'a pas été un sujet sur lequel j'ai été très sensibilisé parce que le lavage des mains, ce n'est pas aussi puissant que prescrire une chimiothérapie dans l'esprit, mais en fait, c'est tout aussi important. Et je me suis rendu compte sur cette thématique de l'hygiène que finalement, on n'est pas du tout formé et on ne peut pas être parfait en hygiène. J'ai essayé de l'être puisque j'ai créé une formation avec des experts en hygiène là-dessus. Et en fait, c'est impossible. Ça m'a été impossible d'être parfait en hygiène. Et donc, c'est un peu aussi au cœur c'est dans le slogan qu'on a mis en place avec Facteur Humain en Santé, c'est que je pense qu'il y a aussi une culture de l'humilité, une éthique du soin qui doit se développer dans le sens qu'on ne peut pas avoir toutes les compétences et que donc pour briser les silos, finalement, il va falloir aussi accepter l'idée qu'il y a des gens qui sont plus experts que soi-même sur une thématique où on pensait être le seul à être expert. Et typiquement, sur la problématique de l'hygiène, je serais ravi que demain, il y ait une personne spécialisée en hygiène qui regarde comment je travaille. Mais on peut également dire la même chose sur l'ergonomie, qu'elle voit comment je me déplace dans mon bloc opératoire ou dans ma réanimation. Ou une personne du service qualité qui regarde comment j'applique les procédures qui ont été réfléchies avec l'institution, etc., etc. Et donc, je pense que sur les silos, il va falloir, comme pour l'aéronautique peut-être aussi, c'est déjà le cas en aéronautique, considérer que sur le terrain de l'opération, au niveau opérationnel, en fait, il y a une pluriprofessionnalité qui est très complémentaire. C'est vraiment, en tout cas, ma vision, entre guillemets, c'est comme ça que j'espère que la santé va évoluer et qu'on va avoir finalement une humilité chez les jeunes professionnels qui vont nous rejoindre et qui vont avoir cette capacité à travailler avec des gens qui ont d'autres expertises. Alors après, sur l'amélioration de nos organisations, je vois qu'il y a une question qui est pression financière sur les établissements qui n'investissent pas dans l'amélioration de nos organisations. Il y a pour l'instant, on peut effectivement mettre une pression, mais il faut garder en tête qu'il y a ces enveloppes IFAC qui vont augmenter en termes de volume. IFAC, c'est les incitations financières à la qualité et qui justement vont probablement s'intéresser à ces thématiques, comment on améliore nos organisations.
évidemment, il faut investir. C'est des sujets, je pense qu'en aéronautique, Eric et Guillaume pourront nous renseigner, mais il y a des sommes colossales qui sont investies pour justement améliorer l'organisation. En aéronautique, c'est un peu différent parce que c'est une obligation réglementaire que tous les opérateurs suivent ces formations depuis maintenant la fin des années 90. Par contre, alors je ne sais pas ce qu'il en est en France, mais je pense que c'est un peu similaire. Moi, je suis en Belgique. Je discutais l'autre jour avec un ami chirurgien cardiaque qui me disait qu'on passe de plus en plus, pour de plus en plus d'actes à la rétribution à l'acte. Et au forfait à l'acte en fait, mais ce qu'il m'a dit c'est que le système permettait aujourd'hui de justifier des facturations supplémentaires en les faisant passer à gauche, à droite, c'est-à-dire pour ce qu'elles ne sont pas vraiment, pour pouvoir continuer à faire davantage que ce qui est prévu. Donc le système actuellement de pression financière n'est pas réellement efficace parce qu'il y a moyen de le contourner, d'après ce que j'ai compris. Et une approche toute simple, mais qui du coup se rapproche de l'individu, on parlait des chefs en particulier, consiste à dire qu'une pression financière constituerait une incitation ou une motivation externe. Et en fait, on s'aperçoit que pour que les gens aient envie de parler de positif et acceptent de parler de leurs erreurs, à un moment donné, il faut que le travail ait du sens. Et donc, qui dit sens dit motivation interne. Donc, on est beaucoup plus efficace en faisant des retours d'expérience, en organisant des sessions où on va comprendre un peu mieux le métier de l'autre, finalement, qu'en essayant de mettre toutes les motivations financières possibles. C'est dans l'aviation, aujourd'hui, la plupart des acteurs qui ont des responsabilités opérationnelles sont payés au forfait. C'est-à-dire que quel que soit le temps de vol, l'efficacité, la paye est la même. Donc, on n'a aucune incitation, on va dire, à mieux travailler ou à moins bien travailler. C'est juste parce qu'on fait bien notre métier et ça a du sens. Voilà, une approche. Eric, ça a coupé, mais je pense que nos spectateurs, s'ils n'ont pas mangé pendant qu'ils nous écoutaient, doivent avoir faim. Et donc, il est l'heure de se remercier les uns les autres. Et puis, évidemment, n'hésitez pas à nous solliciter si vous êtes intéressés pour en savoir plus, que ce soit le livre de Guillaume Tirciot, Les enfants du facteur avec l'association Facteur Humain, ou les formations de la Safe Team Academy qui s'intéressent à tous ces sujets et dans toutes les zones du soin. Merci encore Eric, merci encore Guillaume. Patsy qui est peut-être là encore et qui nous a écoutés, et Invivox entre guillemets par son intermédiaire. Voilà. Oui.